Bonjour, mesdames, messieurs. Simon Brière, stratège de marché principal d'Argeo Canada. On est le 9 janvier, ce qui veut dire que demain, on est le 10 janvier. On va voir la panoplie de rapports d'informations du ministère de l'Agriculture aux États-Unis, hein, la production de grains, les stocks de grains, les semis de blé d'hiver. Il y a même le prix des peanuts qui va sortir demain à 3 heures. Bon, enfin. Donc demain, c'est très important. Ça va être des informations qui vont rester là, pour les prochains mois. On part avec ça. Je regarde le maïs en premier. Ça, c'est le rapport de décembre. Fait qu'on va essayer de l'évaluer. En fait, ce qu'on va vouloir voir, il va-tu avoir des changements dans les superficies, peut-être dans le rendement, peut-être un peu moins, un peu plus, aux alentours de. Ce qu'on va regarder, là, a priori, c'est qu'est-ce qui va rester à la fin de l'année. On voit que les stocks ont quand même baissé depuis un certain temps. Donc, c'est vraiment là, à sa plus simple expression, qu'est-ce qu'on veut avoir là-dedans? C'est quoi les stocks de fin qui sont prévus pour l'année prochaine en fonction de l'offre et de la demande et du rendement et tout, et tout, et tout. Donc, on sait que le marché avait quand même pris un petit peu là, un rebond assez intéressant. À chaque fois qu'il rebaissait, il rebaissait toujours un peu moins. Donc, on a une très belle construction. Je pense qu'à ce moment-ci, c'était le pire au niveau des perspectives. Et depuis ce temps-là, ben, ma foi, on a augmenté de peut-être 50, presque 60 cents depuis les bas du mois d'août-septembre. Donc, on a quand même une belle construction au niveau du maïs. Et d'ailleurs, hein, c'est un peu normal quand les prix sont faibles, la consommation est bonne. Je regardais le même bilan de juin. On s'attendait à peut-être 2,1 milliards de boisseaux. Et là, on est rendu dans le 1,7. Donc, on voit que le travail au niveau du feed, au niveau de l'éthanol, au niveau de l'exportation, hein, quand les prix sont cheap, ben, on en mange plus, on en consomme plus, et ben, ça fait fondre les inventaires. C'est ce qu'on a remarqué. Quand je regarde la progression des prix depuis, disons, depuis 2013, à partir du mois d'août, actuellement, on est à la hausse de quoi? 9-10 qui est quand même considérable. Là, regardez ça. À part 2021, là, dans la zizanie là, des achats chinois et de la pandémie, on a quand même une progression pour 2025 là, très, très bonne. Donc, ça ressemble peut-être à 2017. Donc, depuis cet automne, là, le rebond hein, que je vous ai montré ici à l'écran, c'est probablement un des meilleurs. Donc, c'est pas rien ce qui se passe à la bourse. C'est bien, c'est normal, mais ça fait quand même partie d'un des plus beaux progressions depuis un certain temps, depuis à peu près au moins 10 ans. Donc, mettez ça de côté là, dans vos mises, dans vos perspectives pour les prochaines semaines. L'exportation de maïs, hein, on l'a dit, hein, ça va très, très bien. On est à probablement une des meilleures années, hein, puisque les prix sont faibles, on en consomme beaucoup. Est-ce qu'il pourrait y avoir un peu d'achat anticipatif en se disant, ouais, ben là, c'est un changement de gouvernement, M. Trump, des tarifs, il vaut mieux en acheter d'avance. Donc, on va voir si on va garder la même tendance ou on va peut-être revenir vers les courbes normales si jamais c'était juste des achats en anticipation ou préventifs par rapport à un changement de gouvernement américain. Ça reste à voir, mais pour le moment, c'est très bon, l'exportation. L'éthanol aussi, on en produit beaucoup plus que les besoins. Donc, on a une très belle progression de la demande au niveau du maïs. Donc, c'est un bon élément, hein. Les prix ont baissé, mais c'est pas à cause que la demande n'est pas là. C'est pas à cause que le produit n'est pas en demande. Tant mieux. Switch maintenant au niveau des fèves, là, ça se complique peut-être un petit peu plus. On va voir une différence. On a une augmentation des stocks. Et ça, c'est malgré qu'on a baissé le rendement là, en novembre cette année. Donc, on était peut-être à 53 avant, on est baissé à 51. Là aussi, même exercice, on a une production avec une superficie, un rendement, une taille de la récolte. On va la consommer pour le tourteau, les huiles, l'exportation. Qu'est-ce qui va nous rester? À date, on est à 470 millions de boisseaux. C'est quand même assez important comme stock de fin. Ça l'explique probablement pourquoi les prix ont quand même beaucoup baissé. On est à 9,99, ma foi, on dirait des soldes chez Dollarama. Donc, les prix des fers vont quand même baisser et on voit qu'il y a quand même une très grande divergence quand je pris le prix des fèves et le prix du maïs. On voit que depuis cet automne, les fèves font du surplace alors que le maïs, lui, a vraiment gagné en prix alors que la production, elle est peut-être un peu plus belle, ben, basse, la demande, elle est meilleure, on a moins de compétition de l'Amérique du Sud, je vais en revenir là-dessus. Donc, on voit que sur le même graphique, j'ai deux mondes, le monde du maïs et le monde du soya.
D'ailleurs, justement, les trucs plus internationaux là, au niveau des bilans mondiaux, ce qu'on regarde majoritairement au point de vue du soya, ben, ça va être l'Argentine et le Brésil, qui pour le moment, on s'attend à une très, très forte production. C'est des productions records. Regardez, aux États-Unis, on fait 121 millions de tonnes. On se rapprête à faire 169 au Brésil, 52. Donc, combiné, l'Amérique du Sud, c'est de très, très fortes productions. Et ça, ben, ça vient peser sur les inventaires. Regardez au niveau de la production, ça c'est le Brésil, ça ici c'est le Mato Grosso, vous en avez peut-être déjà entendu parler. On a une augmentation de la production. Les rendements, oui, mais surtout avec l'augmentation des superficies, on fait pousser du soya de plus en plus partout au Brésil. Regardez, la superficie est passée de 32 millions d'hectares, 32 fois 1000, là, à 47. Donc, ça n'a pas exactement doublé, mais ça a augmenté significativement en 10 ans. Donc, la production qui est passée de 97 millions de tonnes à 170 millions de tonnes, ben, vous avez la réponse là, à toutes vos questions. Ça se trouve ici au Brésil dans l'augmentation de la production. Au moment où la Chine connaît un ralentissement économique assez majeur. Donc, ça, c'est le taux d'intérêt au niveau de la Chine. Donc, ça fait juste baisser. Ah, on se rappelle, hein, quand on baisse les taux d'intérêt, c'est pour essayer de stimuler l'économie puis de créer un peu de croissance du PIB. Mais là, on voit que ça s'effoire, comme dirait grand-papa. L'économie chinoise est beaucoup plus en ralentissement qu'en expansion. Et même si je regarde les taux d'intérêt au niveau du bon du Trésor, là, on est rendu à 1%. En fait, si je regardais sur le long terme, je comparais la Chine et le Japon. Jamais dans l'histoire, disons, récente là, des 15 dernières années, même je pourrais retourner un petit peu plus avant, les taux d'intérêt au Japon, qui sont connus pour être historiquement très faibles, même du 0%. On a eu des taux d'intérêt négatifs peut-être presque. Mais aujourd'hui, les taux d'intérêt au Japon sont plus élevés qu'en Chine. Et là, c'est simplement pour visualiser là, l'impact que ça a sur les marchés financiers mondiaux. Je finis avec le blé américain. Ça, c'est le rapport de décembre. Là aussi, on va faire le même principe. Quand on regarde un bilan, c'est ce qui rentre, ce qui sort et donc ce qui reste. Ce qui est intéressant dans les rapports de blé, ici, ça va être les ancrages de blé d'hiver hein, qui vont être publiés demain. Donc, on va se demander quel genre de superficie qu'on va avoir. Ça, c'est pour tout le blé. Ça l'inclut, quand je regarde ici, c'est 46. Là, ça inclut le blé de printemps. Donc, le blé d'hiver, qui est beaucoup plus dans le sud des États-Unis, un peu ici. Le blé de printemps, ça va être évidemment plus proche du Canada. Donc, c'est à peu près 70 de la production de blé aux États-Unis, c'est du blé d'hiver. Et dans les dernières années, on vacillait aux alentours de 33 peut-être millions d'arcs, des fois 30. 36, ça c'était dans le temps de la guerre avec ben, il y en a encore une guerre Russie-Ukraine, là, mais c'est quand les prix étaient très, très, très élevés, ben, ça a propulsé les semis plus élevés. Donc, on s'attend peut-être à une sorte de 33 millions d'arcs de même pour le blé d'hiver. On va voir de quoi ça va se composer. Comme dans le cas du soya, ben, le maïs, ou c'est-à-dire le blé aux États-Unis, 53 millions de tonnes, alors que les marchés internationaux, l'Argentine, l'Australie, le Canada, l'ensemble des autres pays exportateurs, ben, c'est beaucoup plus dominant sur les productions. Donc, quand même, les inventaires de fin sont un petit peu plus faibles cette année et je pense qu'on commence, là, évidemment, à faire ce cycle de prix haussier, baissier, haussier, baissier. Mais je pense qu'on à quelques cents ou dollars près, là, on est beaucoup plus dans un bas de marché si je regarde historiquement depuis 15 ans. Donc, est-ce qu'il y a un potentiel baissier? Il va toujours en avoir un, mais je pense qu'il est moins évident que si on était à 13 piastres, par exemple, dans ces courbes-là. Je pense que c'est une analyse qu'on peut faire autant dans le maïs que dans le soya et dans le blé. On est beaucoup plus dans une transition presque complétée entre un mode de pénurie et de fort prix à un mode d'abondance et de prix plus faible. Et évidemment, on va se demander combien de temps on va rester dans cet environnement-là avant d'avoir un soubresaut lié à une moins bonne production et une bonne demande. Donc, c'est plus une question de temps qu'une question de si. Mais le temps va nous le dire, et puis un coup qu'on va avoir digéré ces rapports-là, ben on va se retourner vers la politique américaine avec
le nouveau gouvernement qui va rentrer en fonction le 20. Et puis à partir de ce moment-là, ben, tout va débouler très, très vite. Alors voilà, mes amis, à bientôt. Bye bye.